Info hebdo estival, un meeting d'athlétisme, une visite à Dambar, la fête de la myrtille et tout de suite la nuit artisanale à Niederbronn-les-Bains. Tous les ans, à Niederbronn-les-Bains, la ville brille de ses mille feux à l'occasion de la grande nuit artisanale. Un rendez-vous festif où beaucoup d'Alsaciens aiment se retrouver. La soirée débute à 18h30, les gens pouvaient se restaurer sur place. Merguez, tartes flambées, saucisses de Strasbourg et autres confiseries étaient mises à disposition de tous. Pour cette 19e édition, on retrouve bien évidemment nos artisans locaux qui mettent en valeur leurs pratiques ancestrales à travers différents ateliers de cristallerie, poterie, vannerie, saboterie, tonnellerie et bien d'autres. Les nombreux visiteurs pouvaient également profiter d'un programme musical varié avec des musiques du monde, mais surtout un programme musical aux couleurs d'Alsace. En effet, folklore alsacien oblige. Et Rémi Brica en homme orchestre, accompagné de ses deux colombes, Chanel et Coco. Coco qui est très rigolo. Alors Coco, il est très rigolo, voilà, très bien. Rémi Brica, avec son âme d'enfant, est donc venu chanter une poignée de chansons. Petit changement néanmoins par rapport aux années passées, l'aménagement des stands. En effet, les travaux rue de la République n'étant pas tout à fait terminés, on retrouve une partie des stands sur la place du marché. Le 20e anniversaire de la nuit artisanale se fera donc sur une rue de la République entièrement rénovée. Rien ne manquait au bon fonctionnement de la fête, même le soleil ne boudait pas. On ne peut qu'attendre impatiemment les 20 ans de cette importante manifestation. A noter également la présence des artisans au travail, l'espace de quelques après-midi d'été à l'office de tourisme de Niederbronn-les-Bains. L'association Athlétisme Niederbronn-Reichshofen organise un meeting. C'est le stade Paul Weber qui accueille cette manifestation. Alors ce 6e meeting est organisé chaque année pour la promotion du sport, surtout de l'athlétisme au niveau local, pour faire venir le plus grand nombre de jeunes. Alors les épreuves vont de poussins à vétérans et tout le monde est récompensé à ce niveau-là. C'est vraiment la promotion du sport à travers la récompense, à travers l'effort qu'ils font pour le sport. Alors il y a toutes ces disciplines, ça veut dire il y a la course, le saut et le lancer. Il y a le 50 mètres, le 100 mètres, le 200 mètres, le 400 mètres, le 800 mètres, le 1000. Et il y aura l'épreuve phare, c'est le 3000, qui est donc le challenge Niederbronn-Reichshofen. À côté de ça, vous avez tous les sauts. Vous avez le saut en longueur, le triple saut. Vous avez le saut en hauteur, vous avez le poids, vous avez le javelot. Alors on retrouve chaque année de nouveaux adeptes avec les records de stade qui sont battus de chaque année. Et les concurrents reviennent pour reconcourir leurs efforts qu'ils ont fait l'année dernière. Et chaque année, ça prend de plus en plus d'ampleur. Entre 300 et 500, c'est le nombre de concurrents qui s'inscrivent à chaque épreuve. Ça veut dire que toutes les disciplines sont plus ou moins respectées et il y a une participation surtout. Ça fait vraiment une compétition complète. Différents partenaires locaux qui nous aident à récompenser tout le monde. Ce n'est pas l'habitude au niveau des meetings, mais nous on essaye de récompenser au maximum, surtout les jeunes, et après les seniors en récompensant les records de salle. Et pour qu'ils aient vraiment un bon souvenir d'être venus à Niederbronn, surtout avec ce soleil radieux et ce beau temps. Cette année est la 17e édition de la fête de la myrtille à Dambar-Nienhofen. 120 bénévoles ont participé à l'organisation de cette journée. L'événement s'articule autour des animations et de la gastronomie. La myrtille est déclinée sous toutes ses formes, pâtisserie, tarte flambée et bien sûr bière aromatisée. Affluence record pour cette traditionnelle manifestation, surtout au moment du repas de midi. Le bilan est très positif, les organisateurs sont satisfaits. Dans le cadre des sorties découvertes du parc naturel des Vosges du Nord, M. Rudroff nous fait visiter les ruines du château de Winneck. Oui, donc la sortie d'aujourd'hui a concerné deux châteaux de la famille d'Ettendorf, le Hohenfels et puis donc le Windeck en second. Donc c'est un château qui a été construit probablement au XIIIe siècle, fin XIIIe siècle,
et dont l'histoire en fait n'est bien connue que depuis quelques années, grâce à la découverte de certaines sources historiques et puis également grâce à des fouilles archéologiques, plutôt des sondages archéologiques qui ont été faits là il y a une dizaine d'années et qui ont été publiés donc cette année. Donc voilà le début du Windek. Généralement, ceux qui connaissent éventuellement le secteur connaissent surtout le second rocher sur lequel se trouvent les maçonneries. Mais là, on a un premier rocher qui n'est pas entouré apparemment par un mur d'enceinte, mais qui était compris quand même dans l'emprise du château. Alors c'est donc un château qui n'est pas très important au point de vue de ses dimensions, mais qui présente quelques particularités quand même, notamment ce simili-donjon qui est en fait la partie du bâtiment d'habitation tournée du côté de l'attaque et qui est plus haute et qui ressemble en fait à une sorte de fausse tour. On se demande un peu comment ils ont pu monter toutes ces pierres pour fabriquer ces châteaux. Apprendre pas mal de choses concernant l'histoire, concernant les Eckendorf. Bon, c'est surtout ça ce qui est intéressant. Prochaine visite guidée le Schöneck. Rendez-vous le lundi 23 août à 14h30 sur le parking du Schöneck entre Wienerkertal et Obersteinbach. Dans ce numéro de Mac 3V estival, une recette de glace avec Madame Trickno, suivie du 6 août 1870, la bataille de Reichshoffen. Bonjour, on va faire aujourd'hui une glace aux fruits. Ça peut être bien sûr en saison, nous avons les fraises, nous avons les framboises en ce moment aussi. On va faire ça aux fraises. Voilà 500 grammes. On va voir un peu ce que ça donne. Pour les passer au moulin à légumes, par exemple, voilà, là c'est impeccable. Pour les passer au moulin à légumes, si les fraises sont vertes ou à moitié vertes, ça ne donne pas de jus. Donc, pas de jus, pas de glace. Voilà, elle s'écrase bien. Voilà. Bon, ça je laisse quand même pour pas qu'il y ait trop de petits grains dedans, qu'ils soient bien lisses, bien fines. Donc on va incorporer le jus pressé d'une orange. Voilà. Ça va, on gagne un petit peu en goût, on ne le sent pas vraiment. Ce qui est intéressant aussi, c'est le jus de citron. Le jus de citron, donc on en met un aussi. Non seulement le fruit garde bien sa couleur rouge, mais en plus le citron apporte un peu d'acidité et puis du piquant à votre glace. Hein. Voilà. Et voilà, nos fruits sont réunis. Voilà, nous faisons la crème. Maintenant, il nous faut 250 g de sucre. Voilà. Et puis 40 g de crème fraîche. Crème fraîche liquide ou épaisse, comme on veut. Je prends la liquide. Je vais mélanger avec le sucre. Et on va battre jusqu'à ce que la crème soit épaisse. Là, c'est bien. Quand ça commence à faire des dessins comme ça sur la crème, c'est que c'est bien. Puis on peut mettre le doigt aussi quand c'est bien rigide. C'est bon. Voilà, il suffit de mélanger délicatement le jus de fruits et la crème.
Tout bien incorporer, pas perdre ce bon jus de fruits. Alors là, on mélange au fouet très délicatement pour pas perdre le bénéfice de la crème qu'on vient de battre. Sinon, si on mélange trop vite, la crème, elle devient de nouveau liquide. Elle n'est plus bien dense comme ça. Donc voilà le rosy. On peut utiliser une sorbetière qui a des pales et puis qui mélange votre glace pour qu'elle soit bien onctueuse. Ça, c'est l'idéal. Moi, je n'en ai pas, donc j'utilise simplement des barquettes. Pour une barquette, c'est bien pour 5-6 personnes. Si on rajoute un petit gâteau ou une petite fraise pour décorer. Donc, bien, je couvre avec mes petits couvercles et je les mets au congélateur, voilà. Nous mangeons souvent la glace avec des petits carrés de biscuits. Quand je vais vous montrer la recette. Il faut avoir des œufs, ils doivent être à température ambiante, ça c'est très important pour le biscuit parce que sinon il ne monte pas bien. Donc ça c'est la chose la plus importante à savoir. Donc je vais casser 4 œufs. Donc voilà, 4 œufs, 250 g de sucre, 250 g de farine. Je vais mélanger le sucre et les œufs et je vais battre ça pendant 5 à 10 minutes. Elle a bien monté, hein? Donc on va beurrer le plat. Ça se fait aussi au pinceau, bien sûr, hein? On économise un peu de beurre au pinceau, mais bon. Ensuite, on va verser la farine, mais en haut tamis, pour que la farine soit bien répartie et bien fine. Voilà. On va faire ça très doucement, bien mélanger tranquillement pour que la pâte elle reste bien mousseuse. Voilà, c'est bien, merci. Donc là, ça devient un peu plus épais, bien sûr. On va la couler dans le moule, bien beurré. On y va. Donc elle va gonfler en cours de cuisson, donc il ne faut pas tout remplir jusqu'à ras-bord. Voilà. Alors en hiver, ce qu'on fait souvent, ou en automne, comme nous avons beaucoup de noix, nous mettons des noix dans le mélange. Alors par exemple, là je vais faire une moitié pour qu'on puisse en manger une moitié sans, une moitié avec. Avec la glace, c'est mieux sans. Pour vous montrer. Voilà, on va enfourner. Et on va découper donc ce biscuit en carrés. Hein? Alors on va le démouler. On va essayer. Et alors ça accompagne merveilleusement bien la glace. Le biscuit, hein. Mais aussi en automne avec les noix, ce côté-là, par exemple, on peut le servir avec une compote de pommes en hiver. Donc après quelques heures au réfrigérateur, je dirais il faut bien 5-6 heures hein, quand même pour que la glace soit prise. Je conseille de la sortir un petit peu avant de la servir pour qu'elle soit un petit peu ramollie, sinon elle est trop dure. Donc là, je l'ai laissé un petit quart d'heure à l'extérieur du réfrigérateur et je vais faire, voilà, je vais faire des petits morceaux. On peut servir avec nos beaux petits carrés de biscuits. On peut mettre une petite fraise. Je dirais, on peut mettre des cerises au kirsch si on a aussi. Mais d'autres fruits, je dirais pas, parce que le goût de la fraise, comme ça, dans la glace, elle est très bonne, elle est extraordinaire. Et d'autant plus avec la framboise, qui a encore un goût plus relevé. Je dirais, la déguster comme ça, c'est le mieux. La guerre franco-allemande de 1870 est assez peu connue.
En 1864, l'Allemagne compte 39 unités administratives et Bismarck les veut toutes sous la coupole prusse. La victoire prussienne de Sadowa en 1866 regroupe la Confédération d'Allemagne du Nord autour de la Prusse. Mais Bismarck veut aussi le rattachement des États du Sud. C'est la guerre entre la Prusse, la Bavière et l'Autriche. Par un accord secret avec Bismarck, Napoléon III ne va pas intervenir en échange du Luxembourg, de la Belgique et d'une partie de la Hollande. Mais tout est révélé à la presse. L'accord secret n'étant pas respecté, Napoléon III déclare la guerre à Bismarck le 19 juillet 1870. De la même mort inutile, des mêmes fleurs, des mêmes feuilles. Alors ce fameux 6 août, qu'est-ce qui va se passer? On a Napoléon III avec 40-43 000 hommes qui se trouvent face aux Allemands. L'ensemble des Allemands qui vient de se battre le 4 août à Wissembourg on pourrait dire, fait un challenge pour celui qui va arriver le premier au contact des Français. Et ils vont donc tous se mettre à courir après les Français. Et ce sera le 5e corps prussien dirigé par le général von Kirchbach qui sera le premier qui va arriver le 5 août au soir du côté de Wörth, où les troupes françaises sont localisées et qui va commencer à s'installer sur la partie est des rives de la Sauer. La bataille n'est pas prévue pour le 6 août. Aucun des deux chefs d'armée ne veut se battre le 6 août. Mais le matin du 6 août, les Français vont se rendre très proche de la rivière. Et les Allemands, qui sont déjà en face, vont tirer dessus. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a un combat d'avant-garde qui est très important? Eh bien, tout simplement, on va faire donner le canon. Les Français vont mettre en place une canonnade. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le prince Frédéric et son chef d'état-major von Blumenthal avaient dit « Si vous entendez une canonnade du côté de Wörth, ce sera le début de la bataille. » Or, une canonnade, ça s'entend de très loin. Et qu'est-ce qui va se passer? Les Allemands vont penser que c'est le début de la bataille et ils vont commencer à lancer l'ensemble de leurs forces dans la bataille. Voilà comment ça va débuter. Le dispositif sud de l'armée française est très faible. Le général Lartigue, qui commande le dispositif sud, va demander des renforts à MacMahon. Le pauvre MacMahon n'en a pas. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que le dispositif sud va céder sous la pression du général von Bose, qui dirige les Prussiens. Le général Lartigue, qui se rend compte que l'armée française risque un encerclement par le sud, va ordonner une charge. Et cette charge va partir des barbares en direction de Morsbronn. Il pense que les Zouaves, les Turcos et les fantassins de ligne sont encore dans le village. Malheureusement, ce village vient d'être évacué et ils vont rencontrer les Allemands dans le village. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Les Allemands vont prendre Morsbronn et ils vont se diriger à travers les maisons de la ferme Albert, appelée Luisberg, en direction de Elsass-Hausen. Dans Elsass-Hausen, les Français ont monté l'ensemble de leurs troupes. C'est le verrou qui tient Froschwiller. Et les Allemands, évidemment, vont se rendre compte que ce verrou doit sauter. Et ils vont mettre toute la force. Passant au travers du Niederwald en direction de Elsass-Hausen et joignant leurs forces à celles qui attaquent au centre, les Allemands vont arriver devant Elsass-Hausen. La bataille va être terrible. MacMahon, qui se tenait jusqu'à ce moment-là un peu vers l'est d'Elsass-Hausen, sur les hauteurs de Wörth, vient de décréter qu'il faut arrêter. Mais pour éviter que ces fantassins ne se fassent décimer, il va donner l'ordre aux bataillons qui n'ont pas encore chargé et qui sont le 1er, le 2e, le 3e régiment de cuirassés qui se tiennent en lisière du bois de Reichshofen de charger l'ennemi. Ces braves cavaliers, au cri de « Vive l'empereur, vive la France », vont charger face aux Allemands, surtout face aux canons allemands et aussi à certains canons français, malheureusement, déjà retournés contre les Français, puisqu'ils étaient tombés aux mains allemandes. Ça permettra de retarder un tout petit peu l'avancée des troupes allemandes et ça permettra à un ensemble de fantassins de refluer sur la seule route qui est encore disponible, celle qui relie Froschwiller à Reichshofen. On va encore une fois tenter une charge à la baïonnette. L'ensemble des troupes françaises vont charger les Allemands à la baïonnette. Ils vont réussir à les faire refluer jusque dans le Niederwald. Malheureusement, dans le Niederwald, entre-temps, les Allemands avaient ramené les canons et donc,
pouvaient tirer à partir de la forêt de Niederwald sur les Français. Les Français sont obligés de se replier, ils vont se replier en bon ordre, mais ils vont se replier quand même. Le verrou de Elsasshausen a sauté, et maintenant tout le monde part à l'assaut de Froschwiller. Vers 4 heures de l'après-midi, sur le champ de bataille, Froschwiller est presque dégagé. La seule partie qui tient encore, c'est du côté nord. Le 2e Bavarois, depuis le matin, essaye désespérément d'attaquer Froschwiller par le nord. La situation du terrain est telle que les Français réussissent à s'y maintenir. Et le soir de la bataille, il ne reste plus grand-chose, mais il reste encore une toute petite maisonnée, dont on voit encore quelques traces au sol. Et dans cette maisonnée, qui était celle du garde-chasse, ou plutôt du garde-vigne, puisque l'ensemble des collines avoisinantes étaient couvertes de vignes, et remplie avec des turcos. Celui qui commande va sortir, fait semblant de se rendre, et finalement va percer de sa baïonnette l'officier allemand. C'est la curée, et l'ensemble de ceux qui se trouvaient dans cette maison, de cette petite maisonnette, vont être transpercés de plusieurs coups de baïonnette par les forces en présence. Le général Raoult, qui est le dernier général sur le terrain, qui a crénelé la défense de Froschwiller avec ses pionniers, va mourir à l'entrée quand on arrive de Langensulzbach en direction de Froschwiller, va être blessé à cet endroit, reconnu par l'officier bavarois comme étant le général Raoult, transporté dans une maison où il finira par mourir quelques jours après. À 17 h le soir, les Allemands ont gagné la bataille. Il y a eu 10 heures de bataille. Sur les 10 heures de bataille, il y a eu 18 000 morts, 2 000 blessés, de très nombreux prisonniers. Et on peut dire que sur les 21 km² de la bataille, le soir, c'est un capharnaüm indescriptible de corps, de chevaux, de matériel militaire, d'armes, etc. Tout qui est entremêlé sur le terrain. Voilà comment ça va se dérouler cette journée funeste pour la France du 6 août. Après plusieurs batailles perdues, la France signe le traité de paix le 10 mai 1871. Elle voit son territoire amputé de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine. Mais au fait, pourquoi appelle-t-on la bataille du 6 août la bataille de Reichshoffen? La bataille de Reichshoffen pour plusieurs raisons. Le télégramme de défaite va partir de Reichshoffen, de la gare de Reichshoffen. On va envoyer le télégramme de défaite à Paris, spécifiant qu'on a été défait par des forces plus importantes en nombre et qu'on se replie en direction de Bitsch et de Saverne. Première explication pour la défaite de Reichshoffen. La deuxième explication pour Reichshoffen, c'est que les 4 régiments de cuirassiers qui chargeront dans l'après-midi, ces 4 régiments de cuirassiers sont stationnés dans le bois de Reichshoffen, ce qui est une autre explication pourquoi la bataille de Reichshoffen. Une autre explication, c'est que le député de l'époque est de Reichshoffen et qu'il était peut-être plus simple d'écrire Reichshoffen que Wörth. Alors voilà les 4 explications pourquoi la bataille de Reichshoffen. Et évidemment, il y a la petite chanson qui viendra compenser l'ensemble. Il était un soir, bataille de Reichshoffen. En fait, ça a commencé le matin, ça s'est terminé à 5 h. Le soir n'était pas encore venu. Mais je crois que l'ensemble de ces éléments fait que ça s'appelle la bataille de Reichshoffen. C'était un soir, la bataille de Reichshoffen. Il fallait voir les cavaliers charger. Attention, cavaliers, chargez, tirez. 1 doigt, 2 doigts, 3 doigts. 4 doigts, 1 main, 2 mains, 1 pied.